Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, aimez-la et abonnez-vous à ma chaîne, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle a voyagé. J'étais assise à la table de la cuisine. Le silence dans la maison était aussi épais qu'un brouillard matinal. Un silence qui était devenu un invité constant et indésirable. La vieille horloge comptoise au mur, un cadeau de mariage de ma défunte mère, égrenait les secondes avec un rythme implacable et accusateur. Chaque tic-tac était un rappel douloureux d'une vie que je commençais à soupçonner n'être qu'un magnifique mensonge, méticuleusement orchestré. Mon mari, Julien, venait de rentrer d'un de ses innombrables dîners d'affaires. Il n'avait pas l'air simplement épuisé, mais hanté, comme s'il portait le poids d'un secret trop lourd à supporter. Son visage était une carte de fatigue et de culpabilité, des rides creusées autour de ses yeux et de sa bouche qui n'étaient pas là auparavant. Il a jeté sa veste sur le canapé avec une lassitude qui semblait théâtrale, a desserré sa cravate comme si c'était un nœud coulant dont il cherchait désespérément à s'échapper, et s'est effondré sur le lit, les ressorts familiers gémissant sous son poids, sans même prendre la peine de se doucher. La faible odeur de son eau de Cologne coûteuse flottait dans l'air, mais elle était mêlée à un nouveau parfum étranger, un parfum floral et sucré qui ressemblait à une intrusion, une confession effrontée d'une vie dont j'ignorais l'existence. Quelques minutes plus tard, le doux ronflement de son sommeil a rempli la maison, un son qui autrefois m'apportait du réconfort, mais qui maintenant résonnait comme une berceuse moqueuse. Une berceuse pour une idiote. Je me suis levée, me déplaçant avec la grâce silencieuse et exercée d'une épouse de 40 ans, et j'ai commencé à ranger le désordre qu'il avait laissé dans le salon, sa veste, son portefeuille, son téléphone portable, son vieil ordinateur portable. L'écran du téléphone était encore allumé, un nouvel email brillant comme un sinistre présage. J'ai froncé les sourcils. Julien n'utilisait jamais les emails. Il disait toujours « Juliette, tous ces trucs de technologie, c'est trop compliqué. Je préfère passer un coup de fil. Mais maintenant, un email. Juste là, bien en évidence. Un fantôme numérique d'une vie que j'ignorais qu'il menait. Poussé par une curiosité morbide, à la fois déplacée et nécessaire, je l'ai ouvert. Le message était court, une simple poignée de mots qui allait faire voler mon monde en éclats. « Tu as été incroyable ce soir, papa. » Il était suivi d'un cœur rouge, un symbole d'affection qui a transpercé mon propre cœur d'une douleur froide et aiguë. Je suis restée figée, comme si quelqu'un m'avait giflé. Le monde numérique, un miroir cruel reflétant une vérité que j'étais trop terrifiée pour voir. Papa. Le mot résonnait dans mon esprit. Qui l'appelait ainsi, et sur un ton si intime, si affectueux? J'ai fait défiler l'écran vers le bas, le pouce tremblant, cherchant d'autres indices. Mais il n'y avait rien. Juste une étrange adresse email, un fatras de caractères sans signification qui n'offrait aucune réponse, seulement plus de questions. Un frisson m'a parcouru, non pas de froid, mais d'une peur profonde, viscérale. C'était comme un vent glacial s'engouffrant par une fissure dans la porte de ma vie, révélant une chambre secrète dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. J'ai jeté un coup d'œil vers la chambre et j'ai vu Julien se retourner avec un ronflement saccadé, son visage calme et paisible, un contraste saisissant et exaspérant avec la tempête qui faisait rage en moi. Mon cœur battait comme celui d'un voleur, un rythme frénétique et coupable. J'ai vite reposé le téléphone, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai continué à ranger, mes mouvements désormais mécaniques, robotiques. J'ai rassemblé ses vêtements sales pour les emmener à la buanderie. En vérifiant les poches de son pantalon, j'ai senti un morceau de papier plié, neuf et craquant. C'était le reçu d'une brasserie chic de Bordeaux, daté de ce soir-là. J'ai froncé les sourcils. Bordeaux? Il m'avait dit qu'il rencontrait ses partenaires à Marseille. Un petit rire amer m'a échappé. Julien détestait conduire jusqu'à Marseille. Bordeaux, en revanche, était la ville où sa mère avait vécu avant de décéder. Il y avait de bons souvenirs, un fait qu'il me rappelait souvent. Mais avec qui avait-il dîné à Bordeaux en me mentant sur sa présence à Marseille? Le reçu indiquait une table pour deux, une bouteille de Cabernet Sauvignon coûteux, un vin qu'il m'avait offert pour notre 10e anniversaire, un vin que je n'avais jamais oublié, et des plats principaux de magret de canard et de risotto. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Julien m'avait emmené dans un endroit pareil. Être il y a 10 ans, quand j'ai ouvert ma première boulangerie-pâtisserie. C'était un souvenir gravé dans ma mémoire.
La lueur vacillante des bougies, son sourire fier, la façon dont il avait trinqué à mon succès. Maintenant, ce souvenir était un mensonge, une photo jaunie dans un album de tromperie. J'ai sorti mon propre téléphone et, avec une résolution silencieuse et déterminée, j'ai pris une photo du reçu et de l'email. Je ne voulais pas y croire, mais l'intuition d'une femme, l'intuition d'une épouse de 40, mes mains tremblaient, non seulement de colère, mais d'une profonde angoisse existentielle. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point d'assister à l'effondrement spectaculaire de toute ma vie. Je suis allée au garage. Le vieux SUV de Julien était encore chaud, l'air chargé de l'odeur d'essence et de ce faible parfum sucré de ses vêtements. J'ai ouvert la portière, une petite angoisse froide me serrant l'estomac. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai inspecté chaque recoin du siège conducteur. Rien d'anormal, juste quelques pièces de monnaie et une bouteille d'eau vide. Mais en fouillant dans la boîte à gants côté passager, mes doigts ont effleuré quelque chose de plastique et de glissant. Je l'ai sorti et mon cœur a failli s'arrêter. Un tube de lubrifiant intime usagé avec des résidus séchés sur le bouchon, une preuve collante et accablante. Je suis restée là, dans le garage sombre, à le fixer comme si c'était un sale secret, une manifestation tangible de mes pires craintes. Julien et moi n'avions pas eu d'intimité depuis des années. Il disait toujours qu'il était fatigué, que l'âge avait sapé son désir. Alors, à quoi servait ce lubrifiant ? La question résonnait dans mon esprit, chaque syllabe un coup de marteau sur ma fragile réalité. Je me sentais paralysée, mais j'ai gardé la tête froide, un instinct de survie se déclenchant. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Je me suis essuyé les mains avec une serviette en papier, les frottant à vif, comme si j'avais peur que la trahison laisse une marque indélébile sur ma peau. J'ai continué à chercher, cette fois plus soigneusement, plus méthodiquement. Sous la banquette arrière, j'ai trouvé des serviettes en papier froissé, imprégnées d'un parfum floral et sucré qui n'était ni celui d'un homme, ni mon doux et familier parfum de rose. L'odeur était étrangère, provocante, un cri fort et vulgaire d'infidélité dans le sanctuaire tranquille de notre garage. J'ai pris des photos de tout, du lubrifiant, des serviettes, comme si je pouvais capturer l'odeur dans une image. J'ai refermé la voiture et je suis rentrée à l'intérieur, le poids des preuves m'écrasant, plus lourd que n'importe quel sac de farine que j'avais jamais soulevé. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains tremblant de manière incontrôlable alors que je reprenais le téléphone de Julien. À ce stade, j'étais presque certaine qu'il me trompait. J'ai vérifié ses messages, mais il n'y avait que des conversations professionnelles, froides et sèches, comme un paysage désertique. Sa boîte de réception était vide, à l'exception de cet étrange email. J'ai vérifié les dossiers envoyés et les brouillons. Rien, tout était trop propre, trop parfait, de manière suspecte, comme s'il avait effacé toute trace de sa tromperie. Un maître du mensonge, pensais-je amèrement. Ma rage était maintenant une pierre froide et dure dans ma poitrine, et une nouvelle émotion, plus dangereuse, commençait à s'agiter en moi, un désir de vérité, un besoin d'exposer le mensonge, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait et que la douce lumière filtrait à travers les rideaux, j'étais déjà réveillée, un fantôme dans ma propre maison. L'image du lubrifiant, du reçu du restaurant et de cet email ne cessait de tournoyer dans ma tête, un carrousel venimeux de doutes. Je me tenais dans la cuisine, les mains occupées, mais l'esprit en plein tourbillon. J'ai préparé un petit déjeuner simple, 2 œufs au plat, du pain grillé et une tasse du café noir et fort que Julien aimait. J'avais à peine dormi de la nuit. Julien est descendu, l'air fatigué, les cheveux en désordre et les yeux encore ensommeillés. Il s'est assis à table, a attrapé sa tasse de café, a bu une gorgée et l'a reposée à moitié pleine. « J'ai une réunion importante aujourd'hui », a-t-il dit d'une voix rauque, une réplique répétée qu'il avait utilisée d'innombrables fois sans me regarder dans les yeux. « Je suis sûre que je rentrerai tard. » Il était si doué pour ça, pensais-je.
Les mensonges faciles, le ton désinvolte, cela me glaçait le sang. J'ai hoché la tête avec un sourire forcé, alors que tout ce que je voulais, c'était crier « Où est la réunion ? Avec qui ? À Bordeaux encore ?» Mais je me suis retenue, ma rage un feu silencieux, et j'ai simplement répondu « D'accord, sois prudent. » Il s'est levé, m'a donné une légère tape sur l'épaule, un geste qui ressemblait plus à une pensée après coup qu'à un signe d'affection, et est parti. La porte s'est refermée, laissant la cuisine dans le silence, et moi avec un soupçon qui se transformait en une certitude monstrueuse. J'ai débarrassé la table et lavé la vaisselle, une par une, le rythme de la tâche un petit ancrage dans la tempête de mes émotions. Je ne pouvais pas rester là à inventer des théories. J'avais besoin de la vérité, de preuves tangibles. J'ai pris mon téléphone et cherché le numéro de Madame Dubois, une amie de longue date qui m'avait tant aidée quand j'ai ouvert la boulangerie. Elle m'avait parlé un jour d'un bon détective privé spécialisé dans les cas d'infidélité. « Juliette, si jamais tu en as besoin, je peux te donner le numéro de Thomas, m'avait-elle dit. Il est très discret et fiable. » Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de l'appeler, mais maintenant je n'avais pas d'autre choix. J'ai composé son numéro, ma voix tremblante, chaque sonnerie un battement de tambour de mon anxiété grandissante. « Allô, Madame Dubois ? Pouvez-vous m'aider à contacter Thomas ? J'ai besoin de lui. » Elle est restée silencieuse quelques secondes, une pause qui en disait long, avant de répondre. « Juliette, que se passe-t-il ? Julien a fait quelque chose ? » J'ai soupiré, ne voulant pas entrer dans les détails par téléphone, ma fierté meurtrie et à vif. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Peux-tu m'aider ? Madame Dubois, une femme de peu de mots mais d'une profonde intuition, a accepté immédiatement, et juste une heure plus tard, je recevais un message de Thomas me demandant de le rencontrer à midi dans un petit café du centre-ville. « Madame Robert, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider », écrivait-il. Le message était court, mais il suffisait à me procurer un peu de soulagement. Une bouée de sauvetage dans un océan de tromperie. À midi, je suis allée au café, un petit endroit avec des tables en bois usé et l'arôme de café torréfié remplissant l'air, une odeur qui me réconfortait habituellement, mais qui me semblait étrangement étrangère. J'ai choisi un coin isolé où personne ne me remarquerait, une ombre dans une pièce pleine de lumière. Thomas est entré, un homme d'âge mûr, petit et trapu, avec une simple chemise bleu clair et des yeux de philosophe qui semblaient tout lire, voir à travers la surface des choses. Je lui ai tendu une clé USB avec les photos que j'avais prises la veille. L'étrange email, le reçu du restaurant, le tube de lubrifiant et les serviettes en papier. « C'est tout ce que j'ai », dis-je, la voix tremblante. Je ne suis pas sûre, mais je pense que mon mari me trompe. Les mots avaient un goût de cendre. Thomas a hoché la tête, examinant chaque image sur son téléphone, son visage impassible, une façade professionnelle cachant ses pensées. Il a pris soigneusement des notes dans un petit carnet. « Madame Robert, je comprends. Je commencerai à suivre Monsieur Robert cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé dès que possible. » Je l'ai regardé, essayant de retenir les larmes qui me brûlaient les yeux. « Merci, » dis-je doucement. « Je veux juste connaître la vérité, quelle qu'elle soit. » Thomas a hoché la tête avec un regard compatissant, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je ferai de mon mieux. Rentrez chez vous et ne faites rien qui puisse éveiller les soupçons. » J'ai quitté le café et j'ai marché à travers la foule. Mais je ressentais une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. 40 ans de mariage, une vie construite sur une base de confiance qui s'effritait maintenant sous mes pieds. J'avais mis toute ma confiance en Julien. J'avais toujours cru qu'il était un homme de famille, quelqu'un qui serait avec moi à travers toutes les difficultés. Il était mon roc, mon ancre. Et maintenant, j'engageais un inconnu pour suivre mon propre mari. L'ironie était une pilule amère à avaler. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film, un personnage dans un drame pour lequel je n'avais jamais auditionné. Ce soir-là, alors que j'étais assise dans la boulangerie, l'odeur familière de levure et de farine, une présence constante et apaisante, parcourant les factures de livraison, mon téléphone a vibré. Un message de Monsieur Thomas. Je l'ai ouvert, le cœur battant à tout rompre, le sang rugissant dans mes oreilles. C'était une photo de Julien, avec la chemise bleu clair qu'il portait souvent, entrant dans un restaurant chic, tenant la main d'une femme. J'ai zoomé sur l'image, et mon cœur s'est arrêté.
C'était Alix, ma belle-fille. Elle portait une robe noire moulante, un maquillage prononcé, un rouge à lèvres intense, et ses cheveux lâchés. Ils n'avaient pas l'air d'un beau-père et d'une belle-fille, mais d'un couple à un rendez-vous. Leurs corps tournés l'un vers l'autre, un secret partagé entre eux. Je me suis affalée sur ma chaise, la main tremblante en tenant le téléphone. Alix, comment était-ce possible? Lors des réunions de famille, elle et Julien agissaient toujours de manière distante, se parlant à peine. Je réalisais maintenant que c'était un acte magistral, une performance pour moi. Thomas a envoyé d'autres photos. Sur l'une d'elles, ils étaient assis dans un coin isolé, la table décorée de bougies et de fleurs. Alix se penchait vers lui, souriante, et Julien trinquait à son verre avec un regard étrangement tendre. J'ai vu la photo et j'ai ressenti une douleur écrasante dans ma poitrine. En 40 ans, je ne l'avais jamais vu me regarder comme ça, même quand nous étions jeunes. Quand j'étais cette fille de Nice avec de longs cheveux et un sourire radieux, il me regardait de cette façon, un regard d'adoration sincère, d'un amour que je croyais mien. Maintenant, c'était le sien. Au milieu de la nuit, une vidéo est arrivée de Monsieur Thomas. L'horloge au mur indiquait 2 heures du matin. J'ai mis mes écouteurs, une tentative désespérée de garder le secret, et j'ai appuyé sur lecture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Dans la vidéo, Alix se penchait près de l'oreille de Julien, lui chuchotant quelque chose qui la fait rire bruyamment, un son qui m'était étranger. Sa voix semblait douce, ses yeux pétillants sous les lumières du restaurant. Puis ils se sont levés et sont partis, et Julien, toujours le gentleman, lui a ouvert la portière de la voiture comme si elle était une dame et lui son amant. J'ai regardé la vidéo encore et encore, une torture auto-infligée. Chaque fois, c'était comme un nouveau coup de poignard au cœur. Alix, ma belle-fille, que j'avais traitée comme ma propre fille, à qui j'avais appris à faire le flan traditionnel de notre famille, et Julien, l'homme à qui j'avais donné toute ma vie, avec qui j'avais construit une famille. Que faisait-il derrière mon dos? Derrière le dos de Daniel? Les questions étaient un raz-de-marée, menaçant de me noyer. J'ai sauvegardé toutes les photos et la vidéo sur une clé USB, notant chaque détail, date, heure, lieu, même le nom du restaurant. Mes mains travaillaient en pilote automatique, mais mon esprit était en plein chaos. Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas croire que Julien et Alix étaient capables d'une chose si basse, si cruelle, mais les preuves étaient là, devant moi, indéniables, une montagne de preuves. Je suis restée dans la boulangerie, au milieu des plateaux de viennoiserie qui sentaient si bon, mais j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Je me suis souvenue des débuts de l'entreprise, quand Julien m'aidait à porter les sacs de farine, quand nous rions ensemble dans cette petite cuisine, nos rêves aussi grands que le ciel. Maintenant, tout cela semblait un lointain souvenir, un beau mensonge que j'avais vécu trop longtemps. Le lendemain matin, j'étais dans la petite cuisine de la boulangerie, tenant une liste de commandes pour un grand hôtel du centre-ville. L'odeur de farine et de vanille, qui m'apportait toujours la paix, me semblait vide ce jour-là, un réconfort creux. Dès que j'ai fini de signer le bon de livraison, mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. J'ai essuyé mes mains et mon cœur s'est serré quand j'ai vu que c'était un message du détective. Juste une courte phrase. Madame Robert, je vous envoie d'autres preuves. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme, mais mes mains tremblaient en ouvrant le message. Une série de photos est apparue à l'écran. La première montrait Julien dans sa chemise grise habituelle, sortant d'un cabinet d'avocat près de la place principale. À ses côtés se trouvait Alix dans une robe de bureau beige, les cheveux en queue de cheval-haute, et d'énormes lunettes de soleil sombre qui couvraient presque son visage. Une tentative pathétique d'anonymat. Ils marchaient très près l'un de l'autre, non pas comme des beaux-parents, mais comme un couple. Leur corps, un témoignage de leur lien interdit. Sur la photo suivante, ils se tenaient devant un hôtel 4 étoiles avec des portes en verre étincelantes et une enseigne dorée. J'ai zoomé, cherchant désespérément un signe pour nier ce que je voyais, mais il n'y avait rien. Ils avaient l'air trop naturels, trop à l'aise ensemble. Faisant partie d'un monde dont je ne faisais pas partie. Puis est venue une courte vidéo de Monsieur Thomas. J'ai appuyé sur lecture et mon cœur a battu si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Un tambour frénétique contre mes côtes. Le plan était pris de loin, mais il était assez clair pour voir Julien et Alix sur le balcon du 3e étage de l'hôtel. Son bras était autour de sa taille, et elle reposait sa tête sur son épaule, ses longs cheveux bougeant doucement dans le vent. Et puis,
Comme un coup de poignard, je les ai vus échanger un baiser rapide, sans essayer de se cacher. C'était un bref baiser, mais il a suffi à consumer la dernière étincelle d'espoir qu'il me restait. J'ai revisionné la vidéo image par image, chaque image creusant plus profondément dans mon âme, une lente et angoissante descente aux enfers. Le rideau de la chambre s'est légèrement ouvert, et Alix est sortie, courant pour étreindre Julien, son visage illuminé de bonheur, comme si elle était une jeune fille amoureuse. Je me suis effondrée sur la chaise, m'agrippant au bord de la table pour ne pas m'effondrer. Monsieur Thomas a écrit « Ils ont également loué la chambre pour l'après-midi. On dirait qu'ils vont y passer la nuit. » Je les surveille. J'ai lu le message encore et encore, la gorge serrée, comme si on m'étranglait. Quelques heures plus tôt, Julien m'avait écrit « Juliette, je ne rentrerai pas ce soir. Je dois rencontrer un partenaire potentiel de l'extérieur. Repose-toi bien. » Le ton était doux et attentionné, comme il l'avait été pendant des années. Mais maintenant, je savais que tout n'était qu'un mensonge. Un mensonge bien construit. Un partenaire potentiel de l'extérieur. Il n'était pas à l'extérieur. Il était ici, dans un hôtel 4 étoiles, avec notre propre belle-fille. J'ai ouvert mon disque dur portable et j'ai soigneusement sauvegardé chaque photo et chaque vidéo. Chaque fois que je cliquais sur enregistrer, je regardais l'image comme pour m'assurer que je ne rêvais pas. Dans la vidéo, le regard de Julien envers Alix était si tendre, la façon dont il lui caressait les cheveux me rappelait la façon dont il le faisait avec moi il y a plus de 30 ans. Nous étions jeunes et je croyais que notre amour durerait toujours. Une promesse chuchotée sous un ciel étoilé de Nice. Maintenant, en voyant cela, tout ce que je voyais, c'était des mensonges et une trahison flagrante. Je me suis souvenu des réunions de famille, tout le monde assis autour de la table, un tableau de notre famille parfaite. Alix s'asseyait toujours loin de Julien. Parfois, elle le regardait même avec dégoût. Daniel plaisantait, « Maman, je pense qu'Alix ne supporte pas papa. Elle l'évite comme la peste. » Je l'ai cru aussi. Je pensais qu'ils ne s'entendaient tout simplement pas, qu'elle essayait juste de s'intégrer dans la famille. Mais maintenant, je comprenais que tout cela n'avait été qu'une farce, une danse de tromperie soigneusement chorégraphiée. Il jouait trop bien devant moi, devant Daniel, devant tout le quartier. Je me sentais comme une idiote, une femme aveugle, trahie par 2 traîtres sous mes yeux. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant ce qui se passait sur ce balcon d'hôtel. Mais Monsieur Thomas avait capturé le moment parfait, comme un chasseur silencieux, un instantané de ma réalité. Je lui ai répondu « Merci. Continuez à surveiller. J'ai besoin de tout savoir. » Il a répondu brièvement « Je le ferai. Restez calme. » Ce soir-là, je suis retournée à la maison qui avait été mon foyer avec Julien. Elle me semblait étrangère maintenant, un lieu de fantômes et de mensonges. J'ai ouvert le tiroir de la commode et j'ai sorti une enveloppe épaisse, mes mains se déplaçant avec une détermination sombre. J'ai imprimé toutes les preuves, les photos de Julien et Alix sortant du cabinet d'avocat, les photos d'eux entrant dans l'hôtel, les photos d'eux sur le balcon, et chaque image de la vidéo. Je les ai soigneusement arrangées, j'ai scellé l'enveloppe et je l'ai cachée au fond du tiroir, sous de vieilles photos de famille. J'ai regardé une photo de nous 4, Julien, Alix, Daniel et moi, à l'anniversaire de Daniel il y a quelques années. Alix souriait, serrant Daniel fort dans ses bras, tandis que Julien se tenait à côté de moi, son bras sur mon épaule, l'air fier. Maintenant, en la regardant, tout ce que je voulais, c'était la déchirer en morceaux, arracher l'image de leur visage souriant de ma vie. Le lendemain matin, juste avant l'aube, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Julien est entré en titubant, sentant l'alcool. Le partenaire était trop difficile, Juliette, se plaignit-il d'une voix rauque, les yeux rouges comme s'il avait veillé toute la nuit. J'ai dû beaucoup boire, je suis mort de fatigue. J'étais dans la cuisine, un verre d'eau à la main, le regardant jouer sa comédie tout en sentant qu'il remuait le couteau dans la plaie. « Repose-toi », répondis-je calmement, comme toujours, la voix exercée d'une épouse. « Tu dois aller travailler demain. » Il a hoché la tête, m'a donné une tape sur l'épaule comme si de rien n'était, et s'est traîné jusqu'à la chambre. Quelques minutes plus tard, il ronflait paisiblement, comme s'il ne m'avait jamais trompé, comme s'il n'était jamais allé dans un hôtel avec notre propre belle-fille. Quand j'ai été sûre que Julien dormait, mon téléphone a vibré. C'était un appel du détective,
Monsieur Thomas. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il craignait que quelqu'un l'entende. Madame Robert, j'ai enregistré leur conversation sur le parking de l'hôtel. J'ai utilisé un équipement spécial. Ils n'ont rien remarqué. Je vous l'envoie maintenant. Mon cœur battait fort, mais j'ai simplement répondu « Merci, Thomas. Envoyez-moi le fichier ». Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu dans mes messages. J'ai mis mes écouteurs, je me suis assise à la table et j'ai appuyé sur lecture. La première chose que j'ai entendue, c'est la voix d'Alix, froide et ambitieuse, la voix d'une inconnue. « Papa, dépêche-toi avec ce faux contrat. Je veux déjà avoir toute cette chaîne de magasins. Je veux cette vieille bique hors de la maison. » J'ai senti un coup à la poitrine et j'ai serré le téléphone. Puis est venue la voix de Julien, grave et confiante. « Ne t'inquiète pas pour ces papiers. Juliette ne sait rien. Laisse-moi faire. Elle me fait trop confiance. » C'était comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. Il ne faisait pas que me tromper. Il prévoyait de prendre tout ce que j'avais construit. La chaîne de boulangerie. Toute la sueur, les larmes et les nuits blanches. Pétrir chaque fournée. Courir partout en ville pour faire les livraisons afin de maintenir ma réputation. Tout cela était à moi. Julien ne s'était jamais sali les mains dans la cuisine. Il n'avait jamais travaillé au comptoir ni signé de contrat avec les hôtels. Et maintenant, lui et Alix voulaient tout prendre. Me chasser de la maison que j'avais transformée en foyer. J'ai failli craquer, mais j'ai eu la présence d'esprit de copier l'audio sur la clé USB où je gardais les autres preuves. J'ai soigneusement noté l'heure et le lieu, comme pour essayer de me maintenir stable au milieu de la tempête. Le lendemain matin, alors que je préparais le café à la boulangerie, mon téléphone a de nouveau vibré. Thomas a envoyé une autre série de nouvelles photos, prises avec un téléobjectif. Sur celle-ci, Julien et Alix étaient à l'intérieur de sa voiture avec une épaisse pile de papier devant eux. Alix avait un stylo rouge et marquait le document avec attention. Julien, à côté d'elle, hochait la tête et souriait comme s'il était en parfait accord. Thomas a écrit « J'ai entendu quelque chose. Il semble qu'il veuille utiliser un contact à l'étude du notaire pour faire le transfert. Je vais enquêter davantage. » J'ai zoomé sur la photo. Je pouvais distinguer les lettres sur le papier, même si je ne pouvais pas les lire. Mais je savais que ce n'étaient pas des papiers de travail normaux. Il prévoyait de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé, étape par étape. Je suis restée assise là, au milieu des plateaux de viennoiserie qui sentaient si bon. Mais j'avais l'impression que tout mon monde s'effondrait. J'ai rouvert le fichier audio, mis mes écouteurs et écouté chaque phrase, chaque mot qu'il disait. Cette misérable vieille femme. C'est ainsi qu'Alix m'appelait. Je me suis souvenu des jours où elle venait d'arriver dans la famille. Quand je lui apprenais à faire le riz, quand je la serrais dans mes bras comme une fille. Je pensais qu'elle faisait partie de la famille, qu'elle serait la femme qui, avec Daniel, construirait un avenir. Et Julien, l'homme que j'avais aimé depuis que j'étais une jeune fille à Nice, qui jurait qu'il serait avec moi jusqu'à la fin. Ils avaient fait de moi une blague, une idiote qui croyait encore en l'amour et à la famille. Une cliente habituelle est entrée, Madame Fournier, qui achetait toujours des pâtisseries pour ses petits-enfants. « Juliette, votre boulangerie est bondée ces derniers temps. Votre chaîne de magasins se développe. Je suis si fière de vous, dit-elle, la voix chaleureuse. » J'ai forcé un sourire et j'ai répondu. « Merci. Je fais de mon mieux. » Mais à l'intérieur, j'étais en ruine. Je me demandais ce qu'elle penserait si elle savait la vérité. Me verrait-elle comme une femme forte, ou juste comme une imbécile trahie par son mari et sa belle-fille? J'ai emballé les pâtisseries de Madame Fournier, je les raccompagnais à la porte et je me suis affalée sur ma chaise, les mains sur la tête. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. À la place, une rage silencieuse brûlait en moi comme le feu d'un four, prête à s'enflammer à tout moment. Ce soir-là, au dîner, j'étais assise en face de Julien dans la petite cuisine, sous la lumière jaune qui donnait à son visage une lueur étrange et déformée. Il mangeait et parlait d'une voix monotone, comme si de rien n'était, comme si le monde n'était pas sur le point de s'effondrer pour lui. « Juliette, je dois signer des papiers d'affaires importants cette semaine. Tu devrais peut-être y jeter un œil. Ils sont compliqués. » J'ai pris un morceau de pain et j'ai fait semblant de le mordre.
Mais dans ma tête, je n'entendais que la voix d'Alix de l'enregistrement. « Papa, dépêche-toi de signer les faux contrats. » Je savais qu'il tâtait le terrain. Il voulait m'entraîner dans son sale plan. Je lui ai fait un sourire sec, la façade d'une épouse trop fatiguée pour discuter, et j'ai répondu « Oui, je les regarderai plus tard. Je suis fatiguée maintenant. » Il a hoché la tête, a pris une gorgée de vin, me regardant comme si de rien n'était. Mais je savais que derrière ce sourire se cachait un homme prêt à prendre tout ce que j'avais construit. Un prédateur attendant le bon moment pour frapper. Julien a bu quelques verres de vin de plus. Son visage est devenu rouge, et il a commencé à bredouiller à propos d'un client difficile qu'il avait vu ce jour-là. J'ai hoché la tête comme si j'écoutais, mais à l'intérieur, je voulais crier « Tu me prends pour une idiote ?» Quand il s'est levé en titubant et est allé dans la chambre, j'ai débarrassé la table, chaque mouvement lent, contenant la colère qui bouillait en moi. Il s'est jeté sur le lit, ronflant bruyamment, et a laissé les clés de sa voiture sur la table de chevet, brillant sous la faible lumière, un chant de sirène pour ma vengeance. Je les ai fixés, le cœur battant dans ma poitrine. C'était ma chance, mon moment. Je suis entrée dans la chambre lentement, en faisant attention à ne pas faire de bruit. Chaque pas me donnait l'impression de marcher entre la douleur et la résolution, entre le passé et un nouvel avenir inconnu. J'ai attrapé les clés, je les ai serrées fort et je suis allée directement au garage. La nuit était calme, feutrée, comme si le monde retenait son souffle. Tout ce que j'entendais, c'étaient les grillons dehors, leur chant une bande-son pour ma fureur silencieuse. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone. La faible lumière illuminait le vieux SUV de Julien, un complice silencieux de sa trahison. J'ai ouvert la portière. L'odeur d'essence était toujours là, mélangée à un étrange parfum sucré. J'ai ouvert la boîte à gants entre les sièges, et il était là, le tube de lubrifiant avec un bouchon mal fermé et des résidus séchés sur le bord, un monument à leur infidélité. Je l'ai tenu dans ma main, ayant l'impression de tenir un sale secret. Il était clair qu'il l'avait utilisé à nouveau, comme une confirmation que Julien et Alix continuaient leur jeu secret, leur petite danse tordue. J'ai emporté le tube de lubrifiant dans la cuisine, je l'ai posé sur le comptoir et je me suis lavé les mains avec du savon au citron. Je les ai frottés vigoureusement, comme pour effacer toute trace de la trahison que je venais de toucher. L'odeur fraîche n'a pas calmé ma colère, mais elle m'a aidé à rester concentrée. J'ai ouvert le tiroir à outils et j'ai sorti un tube de superglue industrielle transparente, la même que j'avais utilisée une fois pour réparer une chaise à la boulangerie. C'était un outil de mon métier, maintenant une arme de ma vengeance. J'ai soigneusement dévissé le bouchon du lubrifiant et j'ai rempli le tube de colle, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il soit complètement plein. J'ai essuyé l'embout, je l'ai secoué doucement pour le mélanger et j'ai testé un peu. Il sortait en douceur, comme le lubrifiant d'origine. À première vue, personne ne remarquerait la différence. J'ai souri faiblement, bien qu'un ouragan fasse rage en moi. Ce n'était pas un jeu. C'était le premier pas pour obtenir justice. J'ai remis le tube dans la boîte à gants, j'ai ajusté le tapis de sol et le siège exactement comme ils étaient, comme si personne n'avait touché à rien, avant de refermer la voiture. J'ai ouvert le coffre pour vérifier. Il n'y avait que des sacs froissés, une bouteille d'eau vide et un préservatif non utilisé gisant dans un coin. Mon cœur a raté un battement, mais je n'étais plus surprise. J'ai pris des photos avec mon téléphone, les ajoutant à la collection croissante de preuves. Chaque image était une autre pièce, un rappel que je ne pouvais pas laisser Julien et Alix s'en tirer avec leurs mensonges. De retour dans la maison, j'ai remis les clés à leur place, à côté du réveil de Julien. J'ai pris un vieux livre et je me suis assise sur le canapé du salon, faisant semblant de lire. La faible lumière tombait sur les pages, mais je ne pouvais pas lire un mot. Ma tête tournait. J'ai pensé à Daniel, mon fils, qui croyait vivre heureux avec Alix sans connaître la vérité. Comment pourrais-je lui dire que sa femme et son propre père nous trahissaient? J'ai pensé à la chaîne de boulangerie, aux 40 années de travail et de nuits blanches, à toutes les disputes avec Julien pour défendre mon rêve. Il ne l'a jamais vraiment compris, mais je croyais qu'il me soutenait. Maintenant, je savais qu'il attendait juste le bon moment pour tout prendre. 1 heure plus tard, Julien s'est réveillé et est entré en titubant dans la cuisine pour boire de l'eau. Il a vu les clés sur le comptoir et n'a rien soupçonné. « Tu ne dors toujours pas, Juliette ?» demanda-t-il d'une voix pâteuse. J'ai souri et j'ai répondu « Non, je lis juste un peu. »
Finis ton eau et retourne te coucher. Il a hoché la tête, a bu et est retourné dans la chambre, ronflant immédiatement. Je l'ai regardé comme s'il était un étranger. Cet homme, qui avait autrefois promis d'être avec moi jusqu'à la fin, prévoyait maintenant de détruire ce que j'aimais le plus. Mais il ne savait pas que j'avais déjà commencé ma contre-attaque. À l'aube, je me suis levée. La lumière du soleil entrait timidement par la fenêtre de la boulangerie. J'étais dans ma cuisine habituelle, pétrissant la pâte, préparant des flancs et des viennoiseries pour une grosse commande d'hôtel. J'ai pressé la pâte de toutes mes forces, canalisant ma rage dans chaque mouvement. Quand je suis rentrée à la maison pour le petit déjeuner, je me suis efforcée de garder un visage calme. Julien était déjà debout avec une tasse de café noir à la main. Je lui ai servi des œufs et du pain grillé. « Julien, dis-je calmement, je dois me rendre à Nashville demain pour signer un contrat avec un nouveau partenaire. Je suis sûre que je rentrerai tard. Peux-tu t'occuper du dîner ?» Je l'ai observé du coin de l'œil. Il a levé les yeux, surpris, mais dans ses yeux, quelque chose brillait qui n'était pas de l'inquiétude. C'était du soulagement. « Un gros contrat ?» demanda-t-il, prenant ma main avec une tendresse feinte. « Ne t'inquiète pas. Vas-y. Je m'en occupe. » Mais cette étincelle dans ses yeux, cette légère courbe de ses lèvres, comme si un poids avait été soulevé, m'a transpercé la poitrine. Il voulait que je parte, et je savais exactement pourquoi. J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Merci. Je t'appellerai si je rentre tard. » Il a pris une autre gorgée de café, puis il s'est levé en disant qu'il devait arriver tôt au bureau. En partant, j'ai vu qu'il avait laissé son téléphone sur la table et que l'écran s'était allumé avec un appel manqué. Le nom qui apparaissait était hâté. J'ai froncé les sourcils. Mon cœur battait la chamade. Alix Thomas. J'étais sûre que c'était elle. Avant que je puisse toucher le téléphone, Julien est revenu, l'a attrapé à la hâte et a éteint l'écran devant moi. Je l'avais oublié, marmonna-t-il avec un sourire forcé. Et il était parti. Je suis restée là, regardant la porte se fermer, ayant l'impression d'avoir été giflée. Il ne prenait même plus la peine de se cacher. Ce jour-là, j'ai travaillé comme une machine, livrant du pain, signant des factures et souriant aux clients. Mais mon esprit était uniquement concentré sur Julien et Alix. Je ne pouvais pas les laisser continuer leur farce derrière mon dos et celui de Daniel. J'avais besoin de plus de preuves, d'entendre de leur propre bouche ce qu'ils disaient quand ils pensaient que personne n'écoutait. Ce soir-là, j'ai fait semblant d'être fatiguée. Je suis allée me coucher tôt et j'ai dit à Julien : « Je dois me lever tôt demain pour prendre le bus, alors je vais dormir. » Il a hoché la tête, m'a donné une tape sur l'épaule. « Repose-toi, Juliette. Sois prudente pendant ton voyage demain. » Je me suis allongée et j'ai fermé les yeux, mais j'ai tendu l'oreille, attentive à chaque son dans la maison. Vers minuit, quand les ronflements de Julien se sont arrêtés, je l'ai entendu se lever tranquillement. La faible lumière de son téléphone brillait dans l'obscurité. Il a quitté la chambre avec son téléphone, pensant que je dormais. Je suis restée immobile, le cœur battant. Puis je me suis levée lentement et je l'ai suivi sur la pointe des pieds. Je me suis cachée derrière le lourd rideau du salon et je l'ai vu debout dans un coin sombre près de la fenêtre. Il a mis le téléphone à son oreille et a parlé doucement. « Oui, bien sûr. Viens à la maison demain. On n'aura plus besoin d'aller à l'hôtel. Juliette doit partir en ville pour signer un contrat et elle rentrera tard. » J'ai entendu un petit rire de l'autre côté. La voix douce d'Alix. « C'est super, papa. Enfin, on va pouvoir se détendre. » Julien a ri en répondant « Oui, bientôt. Je t'attendrai. » Je suis restée là, derrière le rideau, sentant mon sang bouillir. Il ne faisait pas que me tromper. Il prévoyait de transformer ma maison, le foyer de mon fils et le mien, en leur lieu de rendez-vous. Je suis retournée dans la chambre en silence, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti le vieil enregistreur de Daniel, celui que je lui avais acheté pour l'université pour enregistrer ses cours. J'ai vérifié la batterie, j'en ai mis une nouvelle et j'ai activé l'enregistrement continu. Je l'ai caché derrière la bibliothèque de la chambre, près de la tête de lit, certaine qu'il capturait tout. J'ai soigneusement ajusté le câble et je l'ai recouvert d'un cadre photo de famille. La photo de nous quatre au mariage de Daniel et Alix. En la regardant, j'ai senti un goût amer. Le sourire d'Alix, l'étreinte de Julien.
Maintenant, tout n'était que mensonge. Avant de me recoucher, j'ai vérifié à nouveau que l'enregistreur fonctionnait. J'ai placé le cadre photo juste comme il faut pour cacher le câble. Puis, je me suis allongée, faisant semblant de dormir. Julien est revenu dans la chambre, s'est jeté sur le lit et a ronflé comme si de rien n'était. Mais mes yeux étaient grands ouverts dans l'obscurité, plus éveillés que jamais. J'ai attrapé le réveil et j'ai mis l'alarme plus tôt que d'habitude. J'ai fermé les yeux, mais pas pour dormir. J'étais prête pour la prochaine étape de mon plan. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, quand il faisait encore nuit. Seule la faible lumière des lampadaires entrait par la fenêtre. La maison était silencieuse. Tout ce que j'entendais, c'était le ronflement régulier de Julien depuis la chambre. J'étais dans la cuisine avec une tasse de café froid à la main, fixant la poêle d'huile qui était déjà sur la cuisinière. C'était la dernière étape de mon plan, un simple piège à fumer, mais suffisant pour exposer la vérité. J'ai attaché une fine ficelle à l'allumeur de la cuisinière. Je l'ai fait passer par-dessus la fenêtre et je l'ai attachée à un objet lourd, une vieille boîte de café que j'ai trouvée dans le placard. Il me suffisait de la tirer à distance, et la flamme allumerait l'huile, créant une épaisse fumée noire, assez pour alarmer les voisins. J'ai un peu ouvert la fenêtre près de la cuisinière pour que la fumée puisse sortir. Puis je l'ai testée une fois. La fumée est montée rapidement, formant des spirales comme un avertissement. Je l'ai éteint immédiatement, j'ai tout vérifié à nouveau et je me suis assurée de ne laisser aucune trace qui pourrait rendre Julien méfiant. J'ai enfilé une veste, j'ai attrapé mon grand sac à main et j'ai fait semblant de partir pour mon voyage. Avant de partir, je suis entrée dans la chambre et j'ai doucement secoué Julien. « Je dois aller à la gare routière tout de suite, dis-je d'une voix calme. Je vais signer un contrat. Je rentrerai probablement tard ce soir. » Il a ouvert les yeux et d'une voix endormie a répondu « D'accord, sois prudente, Juliette. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » Puis il a enfoui son visage dans son oreiller et s'est rendormi. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais confiance. Maintenant, il gisait là, ignorant le piège qui l'attendait. Je me suis détournée, le cœur lourd, mais les jambes stables. Au lieu d'aller à la gare, je suis allée de l'autre côté de la rue, chez Madame Fournier. Elle était ma voisine et mon amie. Elle a ouvert la porte et m'a regardée, inquiète, en voyant mon sac à main. « Juliette, que fais-tu debout si tôt ? Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle avec affection. J'ai forcé un sourire. « Madame Fournier, puis-je rester ici quelques heures ? J'ai besoin de surveiller ma maison. » Elle a froncé les sourcils, mais n'a rien dit de plus. Elle m'a versé une tasse de café chaud et m'a donné une chaise près de la fenêtre. De là, je pouvais voir l'entrée de ma maison, où Julien et Alix entreraient et où la vérité serait révélée. Vers 10 heures, un taxi s'est arrêté devant la maison. Alix est sortie, vêtue d'une robe légère à fleurs et de lunettes de soleil sombre, comme si elle avait peur que quelqu'un la reconnaisse. Julien a ouvert la porte, a regardé autour de lui à la hâte et l'a fait entrer rapidement. J'ai serré ma tasse de café, le cœur battant dans ma poitrine. « C'est l'heure », murmurai-je et j'ai allumé l'application sur mon téléphone connecté à l'enregistreur caché que j'avais laissé dans la chambre. Le son a commencé à arriver dans mes écouteurs. Le rire d'Alix, le tintement des verres, des pas lourds. Puis j'ai entendu la voix grave de Julien. « Très bien, on n'a plus besoin de se cacher dans un hôtel. » Alix a ri. « Tu sais vraiment choisir tes moments. La vieille bique est partie, n'est-ce pas ? » Je me suis mordu les lèvres, retenant la rage en l'entendant m'appeler la vieille bique avec tant de mépris. Puis le lit a commencé à grincer, ainsi que d'autres bruits que je ne voulais pas continuer à écouter. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit « Encore un peu, Juliette. Juste un peu plus longtemps. » Quelques minutes plus tard, soudainement, Alix a crié « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est coincé. » Sa voix était remplie de panique, presque sanglotante. Julien a grogné. « Tais-toi. Attends, laisse-moi voir. » J'ai souri. J'ai à peine touché mon téléphone et j'ai activé le piège à fumer à distance. La ficelle s'est tendue. La cuisinière s'est allumée. La poêle d'huile a pris feu. De la fumée noire s'est échappée de la fenêtre de la cuisine en épaisse spirale, se propageant à l'extérieur comme un signal d'alarme. Madame Fournier a eu le souffle coupé. Elle a regardé par la fenêtre.
Juliette, ta maison est en feu. J'ai fait semblant d'être effrayée, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement calme. Les voisins ont commencé à sortir dans leur jardin, criant « La maison de Juliette est en feu. Appelez les pompiers. » Un homme à proximité, Monsieur Dubois, a rapidement sorti son téléphone et a appelé les sapeurs-pompiers de la ville. Je suis restée là, tenant fermement ma tasse de café, les yeux fixés sur ma maison. Tout se déroulait comme prévu. Dans mes écouteurs, la voix d'Alix semblait de plus en plus désespérée. « Julien, fais quelque chose. » « Je ne peux pas bouger. » La voix de Julien a rugi. « Ne crie pas. » J'essaie, mais je savais qu'il ne pouvait rien faire. La superglue industrielle que j'avais échangée faisait déjà son effet, les laissant piéger au moment le plus humiliant. Je les imaginais se débattre, effrayés, et une partie de moi se sentait satisfaite. Non pas parce que j'étais cruelle, mais parce qu'ils m'avaient poussée à cela. Ils voulaient prendre ma boulangerie, ma famille, même mon honneur. Maintenant, je les ferais payer. J'ai regardé par la fenêtre. La fumée continuait de monter, s'épaississant. Les voisins s'attroupaient, criant de panique. « Que se passe-t-il » demanda quelqu'un. « Où est Juliette ?»« Elle est partie en ville pour le travail, c'est ce que j'ai entendu, » répondit un autre. Madame Fournier, debout à côté de moi, me regardait avec des yeux suspicieux, mais ne disait rien. Elle m'a juste serré la main doucement. Je savais qu'elle avait une intuition, mais je n'avais pas besoin de lui donner d'explication. La vérité était sur le point d'exploser, et j'étais prête. 10 minutes plus tard, la sirène d'un camion de pompiers a retenti au bout de la rue, comme un glas. Le véhicule rouge a accéléré et s'est arrêté en dérapant devant ma maison. J'ai vu Daniel sauter du siège du conducteur dans son uniforme de capitaine des pompiers, le visage tendu. Mon fils a crié d'une voix ferme. « Préparez le matériel, vite. Il pourrait y avoir des gens à l'intérieur. » Je l'ai regardé et j'ai ressenti une douleur aiguë. Mon fils, toujours si fier de sa famille et de ses parents. Maintenant, il était sur le point d'affronter la plus cruelle des vérités. J'ai voulu courir, le serrer dans mes bras et lui dire « Je suis désolée, Daniel. » Mais je n'avais pas d'autre choix. Je suis restée immobile, laissant les choses suivre leur cours. La fumée de la cuisine continuait de s'élever de manière épaisse, faisant croire à Daniel et à son équipe qu'il y avait un incendie grave. Mon fils a ouvert la voie avec une masse, défonçant la porte d'entrée. Le bruit du bois qui se brise a résonné dans l'air. Ses coéquipiers l'ont suivi avec des lances à incendie et des extincteurs. J'écoutais le vacarme venant de la chambre. Les cris désespérés de Julien se mêlaient aux sanglots d'Alix. « Fais quelque chose, Julien. »« Je ne peux pas bouger. » Julien a grogné. « Tais-toi. Ne crie pas. » Je me suis mordu les lèvres, serrant le téléphone où l'application transmettait toujours l'audio du micro caché. Ils étaient piégés, impuissants, exactement comme je l'avais calculé. Daniel est entré dans la chambre, et je pouvais imaginer ce qu'il a trouvé, son propre père et sa femme, nus, collés l'un à l'autre sur le lit, leurs visages pâles de douleur et de panique. Je n'étais pas là, mais à travers mes écouteurs, j'ai entendu la voix de Daniel vaciller. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un pompier derrière lui a murmuré, surpris, « Oh mon Dieu !» Un autre n'a pas pu se retenir et a laissé échapper un rire nerveux, mais Daniel a immédiatement crié, « Silence !» Je savais que ce cri n'était pas seulement pour maintenir l'ordre, mais la dernière tentative de mon fils pour cacher sa douleur. L'humiliation était maintenant exposée non seulement à Daniel, mais à toute l'équipe de pompiers et à tout le quartier. Un pompier est sorti en courant et a dit à Daniel, « Capitaine, la fumée est sous contrôle. » C'était juste un petit feu d'huile. Rien de grave. Mais Daniel n'a pas répondu. Je supposais que le jeune homme était toujours dans la chambre, figé par ce qu'il voyait. Les voisins ont commencé à arriver, s'attroupant devant la porte, pointant du doigt et chuchotant. « Que se passe-t-il ? » « C'est Julien et sa belle-fille. » a crié une femme, la voix pleine de stupéfaction. « Oh mon Dieu, comment cela a-t-il pu arriver ?» a ajouté une autre. Madame Fournier, debout à côté de moi, a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer en silence, rapprochant la caméra de Julien et Alix, qui se tordaient dans le lit, leurs visages contractés par la douleur. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de pitié et de colère. « Juliette, tu savais, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu.
J'ai juste hoché doucement la tête sans quitter la fenêtre des yeux. Daniel est sorti de la chambre. J'ai entendu le bruit de ses bottes sur le parquet. À travers le casque, j'ai entendu Julien crier d'une voix rauque, « Fais sortir tout le monde d'ici. » Ferme la porte, Daniel. Mais il était trop tard. Tout le quartier était rassemblé, leurs visages montrant du dédain, leur chuchotement ressemblant à un chœur de honte. Le beau-père et la belle-fille pris en flagrant délit. Incroyable, s'est exclamé un homme. Pauvre Juliette. Comment en est-on arrivé là? A soupiré un autre. Les pompiers, après un moment d'hésitation, ont dû agir. Ils ont enroulé des draps autour de Julien et Alix, essayant de couvrir leurs corps collés, et les ont transportés sur des brancards. Je pouvais entendre les sanglots brisés d'Alix mêlés à ses gémissements de douleur. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je n'en peux plus. Julien marmonnait faiblement. Ne laissez personne nous voir. Mais tout le quartier avait déjà vu. Il y avait des regards de révulsion, des rires moqueurs et des hochements de tête déçus. Ils ont été transportés, enveloppés dans un mince drap, au milieu des murmures grandissants. Quelle honte! Le beau-père et la belle-fille. Mon Dieu, quelle saleté! La foule était toujours rassemblée à l'entrée lorsque l'ambulance est partie, sa sirène hurlant. Au milieu des voix fortes, j'ai entendu des éclats de rire. Quel spectacle! A crié Monsieur Dubois. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait deux personnes aussi sans vergogne dans ce monde. Une vieille femme a secoué la tête et a chuchoté à la personne à côté d'elle. Pauvre Juliette. Je me tenais au milieu des gens, faisant semblant d'être surprise, comme si je venais de courir depuis la gare. Daniel se tenait immobile dans le jardin, les bras ballants, le visage pâle comme un fantôme. Ses coéquipiers évitaient de le regarder et rassemblaient tranquillement leurs outils. Je savais que Daniel n'était pas seulement choqué de voir son père et sa femme collés ensemble dans le lit, mais par la double trahison des deux personnes qu'il aimait le plus. J'ai voulu courir et le serrer dans mes bras pour lui dire que j'étais désolée de lui avoir fait voir quelque chose comme ça, mais je me suis retenue et j'ai marché derrière Madame Fournier, qui m'a accompagnée en silence à l'hôpital. Nous nous sommes assises dans le couloir du 3e étage, attendant, pendant que je maintenais l'air inquiet d'une épouse qui venait d'apprendre que sa maison avait été en feu. Des heures plus tard, un médecin est sorti, la sueur au front. Il m'a regardée et a parlé à voix basse. Madame Robert, nous avons réussi à les séparer. Heureusement, il n'y a pas de dommages graves. Ils ont juste besoin d'une pommade pour la peau. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être soulagée, tandis que mes doigts effleuraient discrètement mon sac à main où j'avais caché 2 tubes de moutarde forte que j'avais préparés. Merci, docteur, dis-je, la voix tremblante pour cacher mes plans. Puis-je les voir? Il a hoché la tête et m'a conduite au poste des infirmières où ils m'ont donné 2 tubes de pommade. L'infirmière, une jeune femme, m'a regardée avec compassion. Madame, c'est une situation très difficile. Je suis vraiment désolée. J'ai fait un faible sourire, et au moment où elle s'est retournée, j'ai échangé les tubes contre la moutarde que j'avais dans mon sac. Mes mains ont bougé rapidement et avec assurance, comme si je l'avais répété des centaines de fois dans ma tête. Je suis entrée dans la chambre d'hôpital avec un tube de moutarde à la main, feignant l'inquiétude. Julien, Alix, ça va? Alix était dans le lit, les cheveux en désordre, les yeux rouges, incapable de me regarder. Julien, toujours pâle, a marmonné, « Juliette, je peux expliquer. » Mais je ne l'ai pas laissé continuer. J'ai posé le tube de moutarde sur la table à côté du lit et je suis partie. Quelques minutes plus tard, un cri déchirant est venu de la chambre. Alix se couvrait le visage, pleurant. « Ça brûle. Ma peau est en feu. » Julien se tordait dans le lit, jurant. « Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui a fait ça? » Tout le couloir était en effervescence. Patients et familles sont sortis pour regarder. Une vieille femme a chuchoté à son fils. C'est eux, le couple de la vidéo de ce matin sur Internet. Le beau-père avec la belle-fille. Quelle honte! Une autre a ajouté. Il le mérite. Le médecin a couru dans la chambre, demandant aux infirmières de nettoyer leur peau et d'appliquer un agent neutralisant. Mais l'humiliation de Julien et Alix était déjà publique, impossible à arrêter. La vidéo de Madame Fournier, les montrant transportés sur un brancard, s'était répandue dans tout le quartier et sur les réseaux sociaux. J'étais dans le couloir,
écoutant les murmures, ayant l'impression que le monde entier assistait à la chute de ces deux traîtres. Quand la foule s'est dispersée, Daniel est entré dans la chambre avec un dossier épais à la main. Je l'avais appelé dès que l'ambulance était partie, lui demandant de prendre l'enveloppe avec les preuves que j'avais sauvegardées dans le tiroir et les 2 papiers de divorce que j'avais préparés. Il m'a tendu le dossier, le regard vide, sans dire un mot. Je l'ai ouvert, j'ai sorti les documents et je les ai posés sur la table devant Julien et Alix. Je les regardais droit dans les yeux, ma voix froide mais ferme. 40 ans de mariage se terminent ici. Signez ça et ensuite faites ce que vous voulez, tant que vous disparaissez de la vie de mon fils et de la mienne. Alix s'est effondrée en pleurant, regardant Daniel. Chérie, pardonne-moi. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Mais Daniel l'a juste regardé, le regard dur comme de la pierre, et est parti sans dire un mot. Julien a essayé d'attraper ma main, la voix tremblante. Juliette, écoute-moi. Je ne voulais pas ça. Je me suis dégagée, le coupant. Ne dis rien de plus, Julien. Tu as choisi ce chemin. Il a crié désespérément, Juliette, s'il te plaît. Mais l'infirmière est entrée et a averti. Taisez-vous. C'est un hôpital. Je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. Dans le couloir, j'ai vu Daniel appuyé contre le mur, la tête dans les mains. Je me suis approchée et j'ai posé ma main sur son épaule, mais il n'a pas levé le visage. Maman ? A-t-il murmuré, la voix brisée. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit papa ? Pourquoi elle ? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste serré fort dans mes bras, partageant sa douleur avec la mienne. À ce moment-là, je savais que Julien et Alix avaient tout perdu, leur honneur, leur mariage, même leur sale plan, mais Daniel et moi avions aussi perdu une famille. J'espérais seulement qu'avec le temps, nous trouverions la paix. Quelques semaines après le scandale, ma boulangerie était plus occupée que jamais. La petite cloche de la porte n'arrêtait pas de sonner. Les clients entraient et sortaient avec des sourires et des compliments. « Juliette, vous êtes si forte », m'a dit Madame Fournier, tenant un sac de flan fraîchement cuit. « Tout le quartier est fier de vous pour la façon dont vous avez défendu votre entreprise familiale au milieu de toute cette saleté. » J'ai souri et je les remerciais. Les gens me soutenaient. Ils m'appelaient une femme forte, mais seul moi savais que cette force venait des morceaux brisés de mon cœur. Chaque fois que je regardais le four où j'avais travaillé avec sueur et larmes pendant 40 ans, je me souvenais de Julien et Alix, qui voulaient tout me prendre, mais ont échoué. Et je suis toujours là, avec ma boulangerie, avec Daniel, et avec une nouvelle vie. Daniel a emménagé avec moi juste après ce jour. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui s'était passé, mais j'ai remarqué le changement. Il n'était plus le Daniel joyeux et toujours rieur qu'il était. Ses yeux semblaient maintenant profonds, comme s'il portait une blessure qui ne guérirait pas. « Maman, je veux rester ici un moment. » m'a-t-il dit le premier soir en arrivant avec sa valise. « Je vais t'aider à gérer la boulangerie, parler aux clients, tout ce dont tu as besoin. » Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti la chaleur du soleil que j'avais élevé et j'ai juste hoché la tête sans rien demander. Je savais que Daniel avait besoin de temps, et moi aussi. Chaque matin, nous ouvrions la boulangerie ensemble. Je préparais le four et arrangeais les plateaux, et Daniel vérifiait les factures et appelait les hôtels et les restaurants. « Maman, le Grand Hôtel veut augmenter sa commande de viennoiserie pour la semaine prochaine », m'a-t-il lancé depuis la caisse, la voix calme mais sans son éclat habituel. « Très bien, » répondis-je. « Confirme la commande. » Je préparais plus de pâtes. Ces moments simples me procuraient une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Il n'y avait plus de faux regards de Julien, plus de voix douce et calculatrice d'Alix. C'était juste Daniel et moi, prenant soin de ce que nous avions encore. Les dîners se passaient juste entre nous deux maintenant. Nous nous asseyions face à face dans la petite cuisine, mangeant des repas simples. Parfois du riz avec des haricots et du poulet, parfois juste du pain avec du café. « Maman, tu peux me faire du flan ce week-end » m'a-t-il demandé un soir avec un léger sourire, le premier que j'avais vu depuis le scandale. « D'accord, » répondis-je, soulagée, « mais tu dois m'aider à remuer le caramel. » Il a hoché la tête. Et à ce moment-là, j'ai senti que nous nous remettions lentement mais sûrement. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, quelque chose que je ne faisais presque jamais en 40 ans.
J'ai rejoint un club de cuisine au centre social où des femmes de mon âge partageaient des recettes et racontaient leurs histoires. Juliette, vous faites le meilleur flan du quartier, m'a dit une femme en riant quand j'ai apporté un plat. J'ai répondu en souriant. C'est une petite astuce que j'ai apprise à Nice. J'ai aussi commencé à aller à l'église le week-end. Je m'asseyais en silence avec la lumière des vitraux sur mon visage et je priais, non pas pour Julien ou Alix, mais pour Daniel, pour moi-même, pour que nous trouvions la force d'avancer. Parfois, je me promenais avec Madame Fournier sur la place du village, l'écoutant parler des potins du quartier. Vous savez, Juliette, disait-elle, les yeux brillants, tout le monde parle encore de Julien et Alix, mais ils disent que c'est vous qui avez gagné. Je souriais simplement sans répondre. J'ai gagné, peut-être, mais le prix était de perdre toute ma famille. Daniel a aussi commencé à changer. Il est devenu moins silencieux et a commencé à me parler de son travail de pompier. On a éteint un incendie au marché hier, m'a-t-il dit un soir pendant que nous dînions. C'était vraiment dangereux, maman. Mais heureusement, personne n'a été blessé. Je l'écoutais, le cœur rempli de fierté. S'il te plaît, sois prudent, dis-je, la voix tremblante. Tu es tout ce qu'il me reste. Daniel m'a regardé avec tendresse. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne te laisserai jamais seule. Ces mots étaient comme un médicament. Ils me redonnaient la foi que même si j'avais tant perdu, j'avais toujours mon fils qui serait toujours avec moi. Un après-midi, alors que la boulangerie était pleine de clients, je me suis assise à la caisse, regardant le mouvement dans la rue. La cloche de la porte sonnait sans arrêt. L'odeur de pain sucré remplissait l'air. J'ai regardé les plateaux de flan et de pâtisserie et j'ai pensé à tout le chemin parcouru. J'avais construit cette boulangerie de mes propres mains, d'une jeune fille de Nice à une femme qui savait endurer. Julien et Alix voulaient tout me prendre, mais ont échoué. J'ai gardé ma boulangerie. J'ai gardé Daniel. Et plus important encore, je me suis gardé moi-même. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville m'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en nous envoyant des super thanks pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.